plupart des professeurs de droit, enfin tous les professeurs de droit en vérité, une fois qu'ils ont terminé leurs études de master, préparent une thèse de doctorat qui prend plusieurs années, parce que c'est des sujets importants sur lesquels il faut beaucoup se documenter, réfléchir, etc., sous la direction d'un professeur. Et puis le plus souvent sont chargés de t'aider dans les différentes matières à t'aider. Et puis quand la thèse est terminée, et si ça s'est bien passé, ensuite il y a un concours pour devenir professeur. Ça s'appelle le concours d'agrégation de droit, en droit privé, en droit public, en histoire du droit. Je veux savoir, est-ce qu'il existe vraiment une rivalité entre les professeurs de droit public et ceux de droit privé? Non, je ne sais pas. Il y a des rapports très cordiaux, c'est très complémentaire. D'abord, c'est quand même une même formation. Évidemment, avec des matières différentes, puis d'autres qui sont communes. Mais la rigueur pour préparer une thèse, pour assurer un TD, pour passer ce fameux concours d'agrégation dont les règles sont les mêmes, évidemment avec des matières différentes, c'est la même chose. Donc c'est très complémentaire. Il n'y a pas de rivalité. Et au fond, les distinctions de droit public, de droit privé sont des commodités, mais regardez, avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on la commente en droit privé et en droit public. Et ça porte sur les matières de droit privé et de droit public. Le droit de l'Union européenne, c'est la même chose. On est de plus en plus concernés les uns et les autres par les mêmes droits. Vous aimez rappeler régulièrement que le droit n'est pas seulement une matière, une discipline de par cœur. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour faire taire les ignorants qui répètent que le droit est une matière de par cœur? J'entends ça. Le droit, c'est un raisonnement. Le syllogisme, qui consiste à partir d'une situation de fait donnée, rechercher quelle est la règle de droit appropriée pour appliquer cette règle à la situation et donc dénouer le problème, c'est un raisonnement, c'est pas du par cœur. Le par cœur, ça peut porter sur apprendre par cœur l'article 144 ou 382 du Code civil ou je ne sais quoi du Code de commerce. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de par cœur, il suffit de prendre le code. En réalité, le droit n'est pas dans la connaissance des règles, c'est impossible, il y a un terme. Elle est dans la recherche de la règle, dans le majeur du syllogisme, et ensuite dans l'application de cette règle à la situation donnée, quelle qu'elle soit, de droit des sociétés, de droit des obligations, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est un raisonnement. Donc il n'y a pas de par cœur. Si vous savez lire un arrêt, c'est ce que je vois après depuis 19 séances, après vous pouvez tout faire. Si vous savez décortiquer les faits, dégager les problèmes de droit, vous savez tout faire. Rédiger un contrat, une assignation, des conclusions, un jugement, vous savez. Ah, ça, c'est nous qui tentons de vous l'apprendre avec plus ou moins de succès et de bonheur. Il y a beaucoup de bruit en ce moment autour d'une réforme de l'examen du CRFPA. Il y a eu des travaux qui ont été faits cette année auxquels j'ai participé et un rapport qui a été rédigé par un très bon avocat qui fait passer le CRFPA chez nous, qui s'appelle Camille Herry. Et dans ce rapport, il a fait un certain nombre de propositions. Donc, il y a des propositions qui sont utiles, effectivement, ne permettent de repasser le CRFPA que 2 fois. Bon, mais ça ne correspond pas à un nombre, il n'y a pas énormément d'étudiants qui repassent 3 fois, il y en a. Vous seriez là, il y en a. Je souris parce que j'imagine tous les problèmes qu'il pourrait y avoir autour de cette réforme. Par exemple, un étudiant qui passerait l'an prochain, pour la première fois. Et entre-temps, l'année d'après, interviendrait le passage à 2 fois. C'est le droit transitoire, ça. Exactement. Est-ce que, par exemple, cet étudiant bénéficierait tout de même... Le droit transitoire, c'est ce que vous apprenez en licence, et c'est bien utile. Hein. Vous nous donnez un exemple. Le droit transitoire, ça a l'air super compliqué, très technique, très abstrait. Ben regardez, vous venez de nous donner un très bel exemple de l'utilité de vos connaissances en droit transitoire. M. Camille Herry que cette question perturbe beaucoup. On lira. Et peut déterminer le passage l'an prochain, pas de beaucoup de gens. Il y a aussi la question de monter la moyenne de 10 à 12, ce qui va pas être très populaire, mais c'est envisageable, et ça, moi je ne sais pas aussi. Il y a trop de monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il faut se donner bonne conscience en laissant tout le monde passer, et puis après, ils se débrouillent une fois qu'ils ont eu leur capa, c'est plus notre problème.
puisqu'on est sur le sujet des avocats, beaucoup de professionnels, donc justement d'avocats, reprochent à l'université de ne pas nous donner assez de pratique, de rester purement théorique. Qu'est-ce que vous répondriez à cette critique? J'ai répondu tout à l'heure devant vous, oui. Des étudiants en enseignement méthodologique, c'est que notre rôle n'est pas de donner une formation pratique professionnelle. Par exemple, là, ce que nous avons fait avec les étudiants en Master 2, c'est très exceptionnel. On a fait une étude de conclusion. Mais on ne le fait qu'en Master 2. Non, il n'y a plus de droit. S'il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de contrat. Mais si ce contrat de distribution, il est vrai, c'est un bon distributeur, que le film va sortir effectivement au mois de mai, c'est bien, non? Il faut que ça se mal ou que c'est bien? Qu'est-ce qu'il veut notre auteur? Il veut que son film sorte. Il y a un distributeur qui est là. Sous réserve que ce ne soit pas un contrat à pipoter. Est-ce qu'on pourrait annuler la résolution d'un contrat? Non, vous égarez. Oui. Caractériser un mandat tacite. Non, il n'y a pas de mandat tacite de qui? De l'auteur? Maintenant, ils sont adversaires. Vous n'êtes pas loin, mademoiselle. 7e. Non, la gestion d'affaires. Bravo, mademoiselle. La gestion d'affaires. Vous y aviez pensé? Non. Ou c'est juste mon amicale pression? Donc, qui avait pensé à la gestion d'affaires? Levez la main. Personne. Mais je répète, ce n'est pas grave. Parce qu'évidemment, il fallait réfléchir et se poser les nerfs. Mais vous notez qu'à la 19e séance, c'est toujours vous qui trouvez. Dans 90% des cas, vous trouvez les réponses vous-même. Parce que je vous aiguille, on joue au petit jeu, c'est froid, c'est tiède. Simplement, il n'arrive de le dire que vigoureusement. Nous sommes là pour donner des connaissances de base, on revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, de fond, y compris le droit transitoire. Et puis nous sommes là aussi pour donner la méthodologie du raisonnement. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, si vous savez bien faire un bon plan, dégager les quelques points qui sont importants et les ordonner dans une présentation rationnelle, vous saurez faire des conclusions, vous saurez faire un jugement, vous saurez rédiger un contrat. Donc finalement, si on en fait des travaux pratiques à travers cette méthodologie qu'on nous reproche tant, enfin je suis, pour ma part, vraiment ça me met en colère quand j'entends ces... L'année dernière, j'ai écrit, j'ai eu une discussion qui a fait l'objet d'une publication dans la Gazette du Palais, qui est donc la revue des avocats, avec un avocat, un bâtonnier, très sympathique par ailleurs, qui nous avait fait ce reproche. Et donc j'ai eu cette discussion avec lui pour lui dire à quel point, et pour l'écrire, c'est faux. Notre supposée présentation académique, y compris le fameux plan, c'est au contraire la clé pour avoir un esprit pratique. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Un mot pour qualifier notre faculté. Alors, je ne vais pas te dire la première université de France, parce que sur la plateforme Internet, c'est pas très sympa pour les autres. Mais il y a dans notre faculté, il y a un esprit, il y a une communauté. Alors, que ce soit chez les professeurs ou chez les étudiants, on s'entend ou on ne s'entend pas, c'est pas toujours facile, y compris chez les professeurs. Mais il y a quand même, on fait beaucoup de choses, on organise énormément de choses, que ce soit dans les enseignements, dans les conférences, dans les préparations, etc. C'est une énorme usine, Panthéon-Assas. Donc il faut vraiment beaucoup de dévouement et beaucoup d'implication, et de la part des professeurs et de la part des étudiants. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas dans les autres universités, bien sûr, il y a. Mais à Panthéon-Assas, c'est vraiment une sorte d'agrégation d'énergie qui est assez impressionnante. Et qui est très stimulante, qui est parfois un peu épuisante, parce qu'on en fait beaucoup, et vous et nous, mais c'est une belle machine, quoi. Voilà. Une plateforme Internet, c'est sûr. Amazon, Facebook, Instagram, c'est l'application, sont des fonds de commerce. Mais une application, si toute une entreprise tourne autour d'une application,
je pense qu'on a les traits caractéristiques d'une forte mer. Et, je répète, l'application n'a qu'un seul but, être téléchargée par le plus grand nombre d'entre nous. Chaque internaute qui télécharge une application devient un client. Et là, ce n'est même plus un client occasionnel, comme je le disais la semaine dernière, c'est un client permanent. La preuve, c'est que les mises à jour, à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur WhatsApp, Instagram ou je ne sais quoi, boum, je la charge. Si vous voulez, les dossiers sont lus très attentivement. Par conséquent, l'étudiant qui a une mention assez bien à 12, il y a beaucoup d'autres universités qui sont à 12, nous sommes toujours à 13. Par conséquent, l'étudiant qui a une mention assez bien à 12 et l'étudiant qui n'a pas de mention assez bien chez nous à 12, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y en a un qui a une mention, certes, mais chez nous, il n'y aurait pas. Si vous voulez, c'est neutre. Il n'y a pas de loi. Et puis, vous avez des étudiants qui sont à équivalence dans la notation, mais il n'y a jamais vraiment d'équivalence, parce que dès lors que nous les étudions très attentivement les dossiers, nous épluchons les 4 années, avec les 4 moyennes générales, mais aussi avec les notes dans les matières. Ce serait trop simple, vous comprenez? Donc on va regarder les fondamentales, avec télé, les fameuses dont vous parliez, et les petites matières, entre guillemets, et puis voilà, de motivation, le CV de l'étudiant, etc. Donc si vous voulez, personne n'est défavorisé. Les étudiants d'Assas ne sont pas défavorisés par rapport aux étudiants qui viennent de l'extérieur. Je vous ai donné un exemple, la mention. Et les étudiants qui viennent de l'extérieur ne sont pas spécialement défavorisés. Un bon étudiant qui vient de l'extérieur, il n'y a pas de raison qu'on ne le prenne pas à égalité avec l'étudiant d'Assas. Évidemment, on est très content de prendre nos étudiants d'Assas en premier. Quoi. Voilà, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de place réservée, mais il est naturel qu'ils veuillent poursuivre leur scolarité en Master 2.